très grand plaisir de vous présenter Fathia Agag Boudjala, grande militante laïque, républicaine et féministe universaliste. Née en 1979 à Montbéliard, dans une famille de 8 enfants, Fathia est une essayiste française dont le premier essai, Le Grand Détournement, a obtenu en 2018 le prix du livre politique de l'Assemblée nationale, suivi de bien d'autres ouvrages, dont Combattre le voilement. Elle est aussi l'auteure de nombreuses tribunes défendant l'école, l'égale dignité entre les femmes, entre les enfants, la laïcité, combattant les féministes intersectionnelles alliés aux islamo-gauchistes. Pour tous ces combats et ses écrits, Fathia a obtenu en 2019 le prix national de la laïcité décerné par le comité Laïcité République. Je n'oublie naturellement pas de mentionner que Fathia est aussi enseignante, professeure d'histoire-géographie dans un collège en réseau d'éducation prioritaire à Toulouse. Elle fait partie de ces hussards noirs qui croient que l'éducation est la base de tout, que la raison est émancipatrice et que l'école permet à chacun de laisser son bagage culturel identitaire à l'extérieur des murs. Elle dénonce depuis des années l'avancée obscurantiste de l'islam politique et ses ravages sur les jeunes adolescents. Elle a été dans les premiers signataires de l'appel du 2 avril pour une FCPE laïque et sociale, refusant le virage identitaire pris par la direction actuelle de la FCPE. Détestée, je me permets de le dire, détestée par les islamistes, elle est aussi, depuis novembre 2020, date de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty dans son collège, la cible de 2 syndicats, Sud Éducation 31 et CGT Éducation 31, qui l'ont dénoncé publiquement, la mettant en danger comme raciste proche de l'extrême droite, demandant même au rectorat des sanctions contre elle, après qu'elle ait fait un simple post Facebook sur ce sujet. Heureusement, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lui a apporté son soutien et l'a fait mettre sous protection policière. Mais maintenant, ayant dépassé les 2 minutes qui m'avaient été attribuées, je m'arrête et je laisse la parole à toi, Fathia. Bonsoir pour cette présentation exhaustive. Et juste une petite précision, je ne suis pas sous protection policière, on m'a accordé la protection fonctionnelle. Ah oui. Voilà, et c'est vraiment dans un cadre judiciaire par rapport à l'action de ces syndicats qui incarnent à mes yeux le séparatisme évoqué par le président Macron et l'islamo-gauchisme dont je vais parler ce soir. Donc merci à tous et à toutes pour cette invitation. Le thème est l'enseignement face à l'islamo-gauchisme. Alors, pour commencer, j'aimerais inverser la proposition et parler de l'islamisme face à l'enseignement. En citant par exemple un court extrait de la stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique, c'est comme ça que ça s'appelle, qui a été adoptée lors de la 9e conférence islamique qui s'est tenue à Doha en 2000 et qui vise bien les enfants. Voilà par exemple ce qu'on y lit. L'enfant musulman qui vit et reçoit son éducation dans des sociétés laïques peut facilement être influencé par les courants qui y circulent et les tendances positives qui s'y amplifient, d'autant plus que la vie scolaire, l'impact médiatique et ses relations avec le milieu favorisent sa réceptivité à ses opinions incompatibles avec l'islam. Aussi, la stratégie de l'action culturelle islamique en Occident devait-elle répondre aux besoins et aux vœux de la jeunesse musulmane en ce qui concerne la consolidation de son identité pour la prémunir contre toute fusion dans le milieu ambiant et permettre de la sorte à cette jeunesse de conserver sa spécificité culturelle dans le cadre du droit à la différence. Il y a une véritable offensive islamiste sur l'école parce que qui est liée à une raison très simple, c'est que plus vous cylindrez tôt, plus vous formatez tôt les enfants, moins ils ont de chances de s'écarter du chemin sur lesquels vous voulez les placer. Ainsi, ce site turc qui expliquait qu'il fallait commencer l'instruction religieuse à 4 ans. Pourquoi 4 ans ? Je lis
4 ans est l'âge où l'enfant est le plus curieux. Il veut tout apprendre et reste sous l'effet de tout ce qu'il entend. À 4 et 5 ans, il faut lire beaucoup d'histoires religieuses aux enfants et faire en sorte qu'ils se souviennent de celles-ci en leur posant des questions. Et ce site répertoriait chaque âge et chaque type d'action religieuse à mettre en œuvre. Vous avez aussi l'islamiste notoire Nabil El-Nasri, co-créateur des journées de retrait de l'école, complotiste, avec la personne d'extrême droite Farida Belgoul, et qui expliquait qu'on apprenait le genre à l'école et qu'on apprenait la masturbation en maternelle, qu'on diffusait des films porno en maternelle. Donc ce monsieur, récemment récipiendaire d'un doctorat, animait des conférences très régulièrement sur l'enseignement. L'école publique française, laïque, est une cible, un adversaire connu, reconnu de l'islamisme pour justement empêcher cette intégration, pour empêcher cet enracinement. Alors, j'en reviens au sujet. Cet entrisme islamiste relayé par des gauchistes, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, ne se développe pas que dans les écoles privées hors ou sous contrat. Ces islamo-gauchistes nient complètement cet entrisme et on ne peut même plus parler de complaisance. C'est une cécité volontaire, c'est même de l'obséquiosité. Alors, c'est utile de rappeler, bien sûr, que l'islamo-gauchisme n'est pas une invention d'extrême droite, ce concept a été forgé par Pierre-André Taguieff, qui bien sûr n'est pas comptable de son succès médiatique récent, et c'était pour décrire l'union opportuniste entre l'extrême gauche bourgeoise et diplômée, on va le dire, et les islamismes, un opportunisme électoraliste sur la Palestine, et qui permettait de faire converger l'antisionisme, l'antisémitisme, masquer tout ça sous une lecture soi-disant de gauche. L'illustration de ce concept était donnée notamment par un des grands penseurs de l'extrême gauche anglaise, qui est mort il y a une dizaine d'années, dans un livre qui s'appelait « Le prophète et la révolution », et qui permet de se rendre compte d'un phénomène que Jean Birnbaum décrivait très bien dans son excellent livre « La gauche face au djihad », le silence de la gauche face au djihad, et qu'il y ait une condescendance typique. Pour eux, ces gens d'extrême gauche, la religion musulmane est hermétique au capitalisme. C'est la forme la plus ultime de l'altérité. Et étant anti-occidentale, elle est anticapitaliste, elle représente une forme de résistance au matérialisme ambiant. Et pour ces gens-là, c'est une forme infantile de politisation. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'il faut laisser ces libertés religieuses, laisser se vivre cet islam orthodoxe comme première étape à la politisation des quartiers populaires, et qu'après, ils atteindront une politisation et sortiront du religieux. En fait, c'est Benet, ça a marché complètement à l'envers, c'est eux qui se sont fait complètement noyauter, certains volontairement, mais ceux qui se sont fait complètement noyauter. Cet islamo-gauchisme a été très bien expliqué et assumé dans les premiers textes du PIR, qui expliquaient que le Parti des indigènes de la République n'est absolument pas de gauche et que les gens dans les quartiers populaires ne sont pas spécialement de gauche, mais qu'opportunément, ils avaient une convergence des luttes avec le NPA, notamment sur la Palestine et contre les violences policières. Et que donc, et c'est écrit noir sur blanc dans les textes du Parti des indigènes de la République, ils pouvaient opportunément s'unir avec l'extrême gauche, même si pour eux, cette extrême gauche est déjà fautive puisque foncièrement blanche. Voilà. Alors, l'islamo-gauchisme, l'enseignement face à l'islamo-gauchisme, il faut distinguer les collèges et lycées, le second degré. Moi, je travaille dans un collège. Et ce qui se passe dans le monde universitaire. Et je pense que Nadia abordera sans doute plus cet aspect-là, puisqu'elle est elle-même universitaire. Donc, je la laisserai, elle, en parler. Il faut bien prendre en considération que le contexte est celui d'une extrême ghettoisation ethnique et sociale
de certains territoires. Le SNESCO, qui est le Conseil indépendant d'évaluation des politiques scolaires, qui a été dissous par le ministre Blanquer, expliquait qu'il y avait 500 collèges, ghettos ethniques, c'est eux qui utilisaient le terme, et sociaux qu'il fallait fermer. Quand vous êtes face à une population d'élèves à 99% musulmane, il est évident qu'il est beaucoup plus difficile de faire respecter la laïcité, de traiter de tous les aspects des programmes d'histoire que quand vous êtes dans un établissement où il y a de la mixité culturelle, ethnique et sociale. Face à cette ultra-ghettoisation, eh ben, des enseignants d'extrême gauche ont trouvé leur compte. Ils y ont trouvé leur compte parce que quand vous êtes, par exemple, dans un établissement REP+, c'est une prime de 300 € par mois que vous avez. C'est aussi 2 heures de cours en moins. Enfin, c'est une façon aussi de justifier votre paresse par de la fausse générosité. C'est-à-dire que vous n'allez plus du tout être dans l'objectif de transmission de connaissances, vous allez être dans l'accompagnement émotionnel, anthropologique, de population que vous considérez comme à aider, à explorer. Vous êtes en mission humanitaire et ces enseignants gauchistes dans ces établissements-là me font penser aux missionnaires envoyés en Afrique ou en Asie au 19e siècle. Voilà, ils sont en mission. Leur parti pris contre l'État raciste, la laïcité raciste, leur permet d'acheter une paix sociale. Et ils renvoient aux élèves un miroir en disant « voilà ce que vous êtes ». Et ils entretiennent les gamins, ils nourrissent chez eux un ressentiment qu'ils n'avaient pas à l'origine. On n'est plus trop dans le cadre d'enfants d'immigrés. Enfants d'immigrés, c'est ma génération. On est dans le cadre de petits-enfants d'immigrés qui ont leurs parents nés en France, de parents étrangers. Et pourtant, à cause de ces enseignants, on se retrouve dans une logique d'immigrés à perpétuité. Alors, que font ces enseignants techniquement ? Comment se décline cet islamo-gauchisme, cette complaisance ? Bien, par exemple, Assa Traoré, qui a été invité dans quelques lycées, surtout en Seine-Saint-Denis, à s'exprimer devant les lycéens. Non. Ah non, c'était pas ça. Non. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Bosque, vous voulez parler ? Non, excusez-moi, il y a une erreur. Ah, bon, alors je poursuis. Donc, Assa Traoré, qui a été invité à s'exprimer devant les lycéens d'Île-de-France, la question est quel est le but pédagogique ? Quel est le but pédagogique à part de se congratuler pour ces gauchistes en se disant « regardez comme je suis généreux et voilà comment je suis ouvert ». Qu'est-ce que les gamins en ont retiré ? Parce que c'est quand même ça, le but pédagogique. Qu'il faut sans doute courir devant la police, qu'un contrôle de la police peut les tuer. Voilà. Pareil, le rappeur Medine a été plusieurs fois invité dans les écoles à Montpellier. Qu'est-ce que les gamins sont supposés en retirer ? Les projets scolaires, j'avais pu voir ça quand j'avais commencé ma carrière à Marseille, les projets culturels ne tournaient qu'autour de l'immigration. Donc, au lieu de montrer aux élèves, leur donner une longue vue en leur disant « voilà, projetez-vous », on leur met un miroir, on leur dit « voilà ce que vous êtes et voilà ce que vous serez ». Et en fait, toute leur identité est résumée dans leur religiosité et dans des éléments qu'ils n'ont pas choisis. Voilà. Et on leur fait croire que leur destin est ainsi figé. Outre ces enseignants individuellement, il y a bien sûr l'action de syndicats gauchistes comme Sud, qui a suivi le chemin du NPA. De toute façon, la moitié des militants de Sud sont MPA et l'autre moitié sont à la France Insoumise. On citera par exemple les formations ségrégées racialement proposées comme par hasard encore en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire que les enseignants racisés étaient appelés à se réunir entre eux pour pouvoir évoquer leur situation particulière à l'abri, séparés de leurs collègues blancs. Ils adoptent la stratégie, l'idéologie et l'agenda des indigénistes. Voilà. Ils en reprennent tous les thèmes sur l'État raciste, sur la laïcité islamophobe. Vous pourrez lire, en fait, mais il ne faut pas l'acheter parce qu'il ne faut pas leur faire gagner d'argent, le livre écrit par le spécialiste des États-Unis, François Durper, et la sociologue Béatrice Mabila-Bonfils. Ce livre sorti en
2016, je crois, Fatima m'a bien noté que Marianne. Et ils expliquaient que la laïcité était en fait une forme de colonisation des populations marginales défavorisées à l'intérieur de la France, que c'était une entreprise de raciste, de réduction de l'altérité, que l'école générait, suscitait de la discrimination raciale, ethnique, religieuse. Donc c'était vraiment une attaque contre la laïcité, qu'on peut retrouver aussi dans un autre bouquin qui s'appelle L'école des réacs publicains. Voilà le jeu de mots. Et ces syndicats s'illustrent par leur opposition viscérale à la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux dans les établissements publics, qui est présentée à la fois comme islamophobe et comme misogyne. Donc il y a même une frange qui s'appelle les émancipés d'un syndicat qui est vent debout. Son action majoritaire, c'est contre cette loi. Et je rappellerai qu'il y a quelques jours, il y a eu une grève dans un lycée de Saint-Denis suite à la décision d'infliger un blâme à des collègues qui laissaient les jeunes filles porter leur voile en cours. C'est assumé et cette situation est connue depuis plus de 10 ans. Et pourtant, il y a très peu de choses qui sont faites parce qu'on va dire qu'il s'agit même pour la hiérarchie du rectorat d'éducation nationale d'acheter la paix sociale. Encore une fois, s'il n'y avait pas cet ultra, s'il n'y avait pas... qu'il y avait trop d'élitisme, qu'il y avait donc pour des progrès qui allaient faciliter. Est-ce que vous pourriez attendre que je finisse pour intervenir? Ce serait plus simple. Où en étais-je? Ah, excusez-moi, ça m'a un petit peu perturbée. Donc, outre les enseignants et les syndicats, il faut aussi parler de la situation des intervenants extérieurs. Nous sommes invités de plus en plus dans l'enseignement à faire appel à des intervenants extérieurs dans des espèces, on appelle ça des projets, mais en fait, c'est uniquement de l'affichage et de la communication. Je ne vous apprendrai pas du tout ce qu'est l'association Coexister, je pense que vous le savez déjà, qui s'était illustrée à Orléans par des ateliers de hijab, voilà, pour le World Hijab Day, parce que c'est festif, c'est joyeux. Association dont le fondateur a créé par ailleurs une entreprise privée qui s'appelle Covivencia, à laquelle fait souvent appel la SNCF et qui reçoit des dizaines de milliers d'euros pour intervenir et présenter leur vision. On est encore face à une situation de soft power, d'entrisme, pour banaliser l'islamisme et pour complètement dénaturer la laïcité. Il y a un juteux business derrière, puisque des lois ont été votées pour que les entreprises fassent des formations obligatoires. Et nous ne sommes pas là, nous n'occupons pas ce terrain, et ces marchés vont à ce genre d'associations qui gagnent énormément d'argent. Les associations de quartier, vous avez entendu parler des incidents qu'a dû subir une secrétaire d'État rattachée au ministre Blanquer. Ce sont bien les membres de cette association qui vit de subventions publiques, qui ont choisi pour les jeunes le thème de leur question. Et le thème de leur question, c'était la religion, comment l'État leur empêche de vivre leur religion convenablement, comment la loi de 2004 et de 2010 sont islamophobes. Voilà. Ils avaient été chauffés à blanc par cette association qui ne remplissait pas son rôle d'éducation populaire. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'associations. Et encore une fois, il y a un juteux business derrière. Il faut en revenir à ce principe énoncé par Marlène Schiappa, pas un sou public pour les ennemis de la République. J'en terminerai avec 2 exemples précis. Le plus grand lycée de la région Rhône-Alpes, qui s'appelle le lycée de la Duchère, tellement grand qu'il y a 7 CPE. Parmi ces 7 CPE, il y a un CPE qui officie également comme imam à la mosquée salafiste du quartier. Ce CPE s'appuie plus sur la charia que sur le règlement intérieur pour faire régner l'ordre. Et il a créé son entreprise après avoir obtenu le diplôme droit, société, bref, le diplôme laïcité, le même que celui qu'a obtenu l'imam de Brest, celui qui boit de l'urine de chameau et qui pense que les enfants qui écoutent de la musique se transformeront en porcs ou en singes en enfer. Voilà, ce diplôme, je suis allée à une formation, je suis partie en courant. Ce diplôme permet à ces gens-là
de répondre à des appels d'offres de formation. Encore une fois, nous ne sommes pas là, nous n'occupons pas le terrain, ils le font. Dernier exemple, j'ai été invitée à participer à un webinaire organisé par l'ambassade des États-Unis en France. Alors, j'étais vraiment l'erreur de casting. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils m'ont invité, moi. Et on devait être mis en contact, donc c'était financé par le département d'État américain. On était mis en contact avec nos équivalents, quelque sorte, américains, dans la ville de Dearborn, une ville près de Détroit, où 70% de la population est musulmane. Donc, il y avait un policier qui travaille dans un établissement, un prof, un chef d'établissement, voilà. Et ils célébraient la diversité. Du côté français, donc il y avait moi, l'erreur de casting, il y avait un inspecteur du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a expliqué que la laïcité était dogmatique, agressive, mal appliquée en France. J'ai noté ces mots exacts. Il y avait un maître de conférence qui s'occupait de déradicalisation. Il y avait un chef d'établissement. Il y avait la présidente de l'association Coexister, bien entendu. Et il y avait des associatifs. Et tous ont tenu un seul discours. La France est islamophobe. La France ne sait pas gérer sa diversité alors qu'il faut célébrer la diversité. Le thème de ce webinaire était la radicalisation à l'école. Jamais ils n'ont voulu expliquer ce qu'était la radicalisation. Voilà. Eh ben, depuis, je reçois des... Alors moi, bien sûr, j'ai tenu le discours qui est le vôtre sur la laïcité. J'étais la seule à tenir ce discours-là. Et depuis, je reçois leur mail de proposition. Le dernier en date consistait à proposer à des lycéens bons en sport d'aller passer aux frais du département d'État américain 6 mois, un semestre aux États-Unis. Voilà, nous sommes face au hard power islamiste, les attentats. Nous sommes face au soft power islamiste, l'argent qui coule à flot pour construire les mosquées et puis pour former les leaders. Et nous sommes face au soft power américain qui convergent tous pour détruire notre modèle d'État-nation. Et notre modèle d'État-nation, c'est la nation politique. C'est la nation plus forte que les appartenances tribales. C'est la nation qui fait qu'on va se soucier en tant que citoyen de nos concitoyens. J'aimais bien moi le terme de compatriotisme. Voilà, nous sommes dans le compatriotisme et qui permet de travailler pour l'intérêt général. Cette vision-là, c'est la vision que veulent vraiment détruire les islamistes et c'est également la vision que veulent détruire les islamo-gauchistes pour d'autres raisons. Et moi, je suis persuadée, mais c'est mon hypothèse à moi, que ces islamo-gauchistes dans l'enseignement cherchent simplement à éliminer la concurrence pour leurs enfants, puisque eux se gargarisent de diversité et louent ces établissements ghettos où ils travaillent. À 17h, ils se barrent chez eux et ils ne scolariseraient jamais leurs enfants dans ces établissements. Ces établissements, ils encouragent les gamins à cultiver leurs différences, à affirmer leurs différences. Et ils ne leur transmettent pas les leviers d'émancipation pour s'élever dans la société. Ils ne leur renvoient que leur identité qui devient épaisse, figée, ultra-orthodoxe. Je vous remercie.